il y a 25 ans, des gens alertaient au travers le chef Raoni, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, sur les problèmes que cela allait engendrer sur la forêt, et notamment la forêt amazonienne. Est-ce que les choses ont bougé en 25 ans en Amazonie, Gerd Peter? Oui, malheureusement. Il y avait en effet le message d'alerte qu'avait lancé le chef Raoni avec Sting. Bon, c'était un peu, j'ai revu les images il n'y a pas longtemps, c'était un peu exagéré puisqu'il prévoyait que si on ne faisait rien, en 2050, il n'y aurait plus rien. Il y aura encore de la forêt en 2050. Mais il faut choquer un peu, c'est peut-être pour ça. Il fallait choquer, il fallait marquer les esprits. N'empêche que c'était pas si à côté que ça. Ouais. Hein, parce que la forêt amazonienne a été beaucoup dégradée. En fait, on a des problèmes parce qu'on sait que quand on va arriver à un certain point de dégradation, on sera au-delà du point de non-retour, on ne pourra plus sauver la forêt amazonienne. Et donc la machine climatique, puisque c'était aussi une machine climatique, on a découvert assez récemment que l'Amazonie était aussi une machine climatique, c'est pas seulement de la biodiversité, sera cassée. Donc oui, ça s'est fortement dégradé depuis 30 ans. Très fortement dégradé, et il y a des climatologues au Brésil qui nous disent qu'on a déjà dépassé le point de non-retour et qu'il faudrait maintenant tout de suite déjà arrêter complètement la déforestation, ce qui paraît impossible, on n'y arrive pas, et il faudrait replanter massivement. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'elle est pillée, cette forêt? Elle est pillée, on n'y arrive pas parce que une grande partie de la déforestation est illégale et on n'arrive pas à maîtriser des surfaces aussi grandes, c'est impossible. Il faudrait créer une police... je ne sais pas, spatiale, avec des gens qui pourraient survenir à n'importe quel moment, c'est impossible en fait. On n'a pas encore trouvé les moyens de protéger ces zones. Et quand je parle par exemple de zones qui sont censées être protégées, le chef Raoni a réussi à faire protéger avec d'autres peuples là-bas une zone d'environ un tiers de la France. On n'arrive pas à surveiller ces territoires. On n'arrive pas à protéger des invasions sauvages, des chercheurs d'or qui viennent, etc. Et encore au jour d'aujourd'hui, le chef Raoni vient de refaire une tournée. Il appelle encore au secours avec des levées de fonds, mais on n'a pas encore trouvé les moyens vraiment de pouvoir protéger l'Amazonie. C'est intéressant ce que vous dites, Gerd Peter, et ça va me permettre de passer le bâton du relais à Vincent Hospital, parce que là, il y a une forêt qui est pillée. On ne sait pas comment faire, mais elle est pillée par des gens qui sont dans cette forêt, qui vivent de cette forêt. Mais on a la sensation que le citoyen aujourd'hui, que vous êtes, que nous sommes, finalement, ne voit pas son futur, c'est-à-dire qu'il est au quotidien et il ne prend pas la mesure de son impact sur l'environnement dans les années qui viennent. Oui, déjà, c'est pas perceptible au quotidien. Vous voyez pas quand vous achetez un téléphone, quand vous faites vos courses, etc. Vous voyez pas toute la chaîne de production, toute l'énergie qui a été dépensée pour vous amener ce produit, pour le produire, extraire les minerais, etc. En fait, on est tous responsables et en plus, on n'a pas le temps de se poser forcément ces questions parce qu'on est dans une course quotidienne. C'est pas de la survie, mais on est dans un système qui nous emballe dans nos activités quotidiennes. Ce qui fait que tout ça échappe à nos sens, à notre perception. Et donc on continue notre vie qui a l'air totalement normale. Et on n'a pas de raison de changer comme ça, là, tout de suite, sans se renseigner. Alors il y a les poumons, la forêt amazonienne en est un. C'est carbone. Voilà. Vous avez fait un film, Terra Libre. Je propose de regarder la bande-annonce et on en parle après. Brasil acaba de aprobar la construcción de la presa de Belo Monte en pleno corazón de la Amazonas. Nosso planeta está pedindo socorro. Nós estamos já começando a perder água. Todos os lideranças são ameaçados de morte. Por que isso? O mundo inteiro tem que ver isso. Violência, ditadura. Os indígenas não estão fazendo violência. So for me, Rani is the symbol of the struggle to save the forests. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Queremos aqui livre, né? Terra livre. Terra, vida, justiça e demarcação. Estamos aqui, povos indígenas, para defender a Constituição Federal. A suspensa sessão. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection.
L'accord de Paris pour le climat est accepté. We face the extinction of untold numbers of species. Notre maison brûle. This summer was the hottest ever recorded. Ninguém tem mais preocupação. Não haverá perdão da história. Ils sont sur la planète fric. Et quand on est sur la planète fric, on n'est plus sur la planète Terre. Solicito das instâncias internacionais o reconhecimento da noção de crime contra as gerações futuras. Nós precisamos de uma nova Bastilha, nós precisamos não de guilhotina física, nós precisamos realmente convencer cada pessoa, cidadão. We could have this incredible movement with the indigenous people around the world as our guide. We need to make nature sacred again. We need to make nature the foundation of our passion for life on this planet. Ils ne sont plus sur la planète Terre, ils sont sur la planète fric. C'était une parole forte quand même, Gerd Peter. Quand on voit ça, on est un peu effrayé. Hein. La violence en plus, parce qu'on voit qu'il y a des chefs qui sont tués, donc des gens qui veulent parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Gerd Peter? Je pense qu'il faut se relier à ces gens, justement, ces gardiens. Ils se nomment eux-mêmes les gardiens du climat d'ailleurs aussi. Et ce que disait Laurent Romeshko est vrai aussi, ils sont aussi les gardiens de l'eau. Parce qu'ils ont compris ça depuis très longtemps que pour sauver en fait, l'équilibre naturel, il faut sauver aussi les rivières, il faut sauver les forêts, il faut sauver les rivières. Donc je pense qu'aujourd'hui, se relier à ces gens-là qui viennent nous alerter depuis 30 ans, c'est devenu une nécessité absolue. Aujourd'hui, on a dépassé le cap de la fascination. On voyait des Indiens à plumes, on les trouvait peut-être fascinants, rigolos, etc. On a compris, je pense, le monde est prêt à ça, compris qu'on pouvait travailler avec ces gens-là, qui nous alertent, qui sont déjà sur la ligne de front, justement, eux, du changement climatique. Et de cette vague, de cette lame de fond qui arrive, qui détruit leur civilisation, leur culture, etc. Donc je pense que c'est ça, répondre à leur appel, travailler avec eux. Ils se sont alliés à Paul Watson ou d'autres gens comme ça, justement, qui défendent les océans, parce que, voilà, on fait partie d'une chaîne, les forêts, les océans, etc. C'est un ensemble. Donc voilà, travaillons avec eux, arrêtons juste de leur donner juste de l'argent, etc. Non, il faut travailler ensemble. Surtout que c'est un effet papillon, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça part de là et ça engendre tout. Comme quand on perd. Ouais, c'est ça le problème. Et là, en plus, ils sont vraiment pas aidés, quoi, parce que Bolsonaro est là depuis peu de temps. Ouais. Il a eu un seul mot pour le climat, c'était de refuser la tenue de la COP, la prochaine COP au Brésil. Ouais. Donc voilà. Oui, parce que COP 21, tout le monde s'en est orgueilli, les Français, Cocorico, etc. Personne le. On s'en fout, hein. La COP 21 elle est aux oubliettes aujourd'hui. Ah, non, parce que l'accord est toujours valable. Oui, personne ne le respecte. Ah, ça, je sais bien, oui. Et puis les États-Unis voilà, sont sortis de l'accord, donc c'est compliqué. Et en même temps, même si nous, on fait de gros efforts pour l'appliquer, on reste... Désolé, mais la France reste un tout petit pays, et si on n'est pas suivi, c'est compliqué. Ouais. On est là aussi pour donner l'exemple, mais c'est pas nous qui allons y contribuer énormément. Ces COP, juste pour rebondir, ces COP, on les travestit assez facilement. Il y en a eu déjà beaucoup, et les citoyens ont un rôle justement à jouer très important pour qu'elles ne soient pas travesties, parce que ces accords-là, bon voilà, c'est à nous de faire en sorte qu'ils soient déjà appliqués, qu'ils soient améliorés. Mais il y a un facteur freinant qui nous fait perdre beaucoup de temps, c'est aussi la pression des lobbies, qui est réelle. Et vous parliez tout à l'heure du génie humain. Le génie humain, en effet, est capable de trouver des solutions inattendues, etc. Mais là, on a vraiment un problème, par exemple, de l'industrie des énergies fossiles, qui ne veut pas lâcher et qui veut continuer à exploiter toujours plus loin. Ça, c'est un vrai problème aussi majeur, qui fait que ça va limiter les actions politiques, les actions citoyennes, etc. Et qu'il va falloir qu'on règle, parce qu'on est tous en danger par rapport à ça. Je fais toujours le parallèle avec l'exploration spatiale et quand on a voulu aller sur la Lune. Les États-Unis ont réussi à mobiliser 400 000 personnes sur un projet unique. Il faudrait que la lutte contre le dérèglement climatique devienne un projet de société mondiale et qu'on mobilise autant de monde avec la même ferveur, la même envie d'arriver à quelque chose un monde meilleur en fait. Si elle disparaît, cette forêt amazonienne, bon, elle va durer encore longtemps quand même, mais si elle disparaît, il va se passer quoi? Bon. Vous avez anticipé ça? Vous avez essayé? J'imagine qu'avec des chercheurs... Il y a des climatologues qui... je n'ai pas la réponse précise, mais déjà quand elle... Là, au stade où elle en est, il y a déjà des impacts.
Il y a des pénuries d'eau absolument énormes qui arrivent au Brésil, dans des agglomérations immenses, comme Sao Paulo, par exemple. Et ça va évidemment s'aggraver. Ce qui va arriver, c'est une réaction en chaîne, parce que c'est l'une des machines climatiques importantes, comme disait Laurent Romeshko. Donc ça, c'est sûr qu'il va y avoir un effet. Mais vous dire précisément ce qui va se passer, on craint d'abord dans la zone une désertification, une fois que justement le seuil d'auto-régénérescence de la forêt sera atteint. Donc, si vous voyez la même latitude en Afrique, c'est le Sahara, c'est le désert. Bien sûr. Donc, évidemment, vous avez tout un continent qui est menacé. Après, au niveau mondial, vous dire précisément quels vont être les effets, il y en aura. Je ne sais pas lesquels ce seront, mais il y en aura forcément. On va faire... Il y a un effet domino, hein, parce que c'est quand même la forêt amazonienne. Bon, formidable ressource de biodiversité, mais c'est surtout un puits de carbone incroyable. Ouais. Et c'est vrai que moins de forêt, ça veut dire que le carbone reste dans l'atmosphère. Donc c'est un peu le cercle vicieux sans fin, et donc plus de carbone, plus d'effets de serre, les températures qui continuent de progresser. Voilà. Il y a des endroits sur la planète qui vont plus être habitables. Et la forêt sera un de ces endroits. Oui, et puis ça commence déjà en fait. Je travaille en lien avec les Indiens d'Amazonie, les peuples indigènes d'Amazonie. Il y en a beaucoup qui ont maintenant des maladies, par exemple respiratoires, dues à l'assèchement de l'air. Les températures sont insupportables. J'ai passé des temps assez longs dans le village du chef Raoni. Enfin, c'est totalement insupportable. Et même eux, hein, ils ont beaucoup de mal. Ils sortent très peu maintenant en journée, etc. Ça n'augure rien de bon, évidemment. On a presque l'impression d'être dans un film de Mad Max, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit arriver, parce que je dis souvent qu'on est dans un train fou. En fait, il n'y a plus de pilote, mais on continue à alimenter le train en charbon, quoi. Sur ces histoires de flux migratoires qui vont être provoqués par les changements climatiques, pas le réchauffement, donc les changements climatiques. Parce que Laurent Romeshko l'a aussi bien dit, il va y avoir des montées des eaux. Juste un chiffre, on estime à 143 millions de personnes d'ici à 2050 qui vont migrer. Hein. Oui, 143 millions. Gigantesque. Voilà, gigantesque. Et en fait, il y a un climatologue brésilien là dans mon film qui apparaît et qui faisait référence à un rapport du Pentagone. Ouais. Et ce rapport du Pentagone expliquait qu'ils prennent la question très au sérieux, le changement climatique, et qui prévoit que ça va engendrer des conflits de très grande magnitude. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a, la guerre en Syrie, c'est déjà une guerre climatique. Hein, ça a été présenté comme tel. Nicolas Hulot en a beaucoup parlé, etc. Et les guerres du futur, ça va être ça. Ça va être des guerres par rapport à l'eau, ça va être d'autres changements climatiques qui vont provoquer des conflits. On peut pas imaginer encore ce que ça va être. Mais si on fait l'interprétation par rapport, par exemple, du dernier rapport du GIEC, c'est assez effrayant parce que le rapport du GIEC nous dit que d'ici la fin du siècle, on pourra nourrir seulement les ressources planétaires, pour nourrir seulement une petite partie de la population actuelle. Ouais, donc ça veut dire changer, et tu le dis, d'alimentation quand même, la cuisine. Oui. On parle d'insectes, il va falloir manger, il va falloir apprendre à trouver de la protéine ailleurs, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que, grosso modo, ils disent même qu'une partie de l'humanité, si on sait dire entre les lignes, va disparaître. Une grande partie de l'humanité va disparaître d'ici à la fin du siècle. Le plus probable, qui n'est pas le meilleur, il est fort probable qu'en 2100, on ne puisse nourrir qu'1 milliard de personnes. C'est ça. On est 7 milliards et on sera, je ne sais pas combien. Donc ça veut dire qu'en 50 ans, on va perdre 9 milliards de personnes. Ça veut dire, voilà. C'est ça. Donc comment on va les perdre ça va pas être joyeux. C'est ça qui fait peur. C'est pour ça que, comme je disais, le Pentagone disait conflit de grande magnitude, parce que ça va provoquer des guerres effrayantes. Je ne veux pas faire peur aux spectateurs, mais c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Mad Max, parce que quand on voit ces films-là, ils annonçaient, et on voit, il y a beaucoup de films d'anticipation aussi qui nous montrent un futur, et la science-fiction est souvent, on a fait un live la semaine dernière, science-fiction, est-ce l'antichambre de la réalité? Et quand on voit cela, on se dit parfois que c'est un peu effrayant. Je voulais qu'on revienne sur les énergies renouvelables. On en a beaucoup parlé, on voit fleurir ici ou là des éoliennes. Ouais. Il y a eu un gros scandale sur les éoliennes, il ne faut pas se mentir, il y a des gens qui en ont profité, il y en a qui ont fait de l'argent, il y en a même qui ont alimenté électriquement des éoliennes pour montrer qu'elles tournaient. Donc il y a quand même des trucs, et là c'est pas être dans la conspiration, il y a des faits. Donc c'est absolument incroyable. Il y a toujours des gens, des petits malins qui veulent... voilà. Et puis il y a les hydroliennes, parce qu'on a une force quand même aujourd'hui, et notamment nous, avec un pays comme la France, qui est bordé quand même d'eau sur les 3 faces du pays. Donc voilà, on peut, ça fait partie des choses qu'il faut envisager de plus en plus pour vous, Gert. Non. Pour moi, non. Je lutte contre
les grands barrages, en fait. Tout est question de taille, en fait, hein, de mesure. Si vous faites des champs d'éoliennes gigantesques, vous ravagez tout. Comme aux États-Unis, il y en a un qui est juste énorme, quoi. Donc, au Mexique aussi. Ouais. Mais si vous faites, si vous faites des grands barrages, vous détruisez les rivières, vous détruisez la biodiversité, vous empêchez les reproductions les migrations de poissons, etc. Et ça, je suis rigoureusement contre. C'est pas la forme d'énergie. D'ailleurs, les Indiens d'Amazonie luttent contre ces grands barrages qui pullulent et qui reviennent régulièrement. Ça fait 30 ans qu'ils luttent contre ça. À l'époque, déjà, avec Sting, ils avaient arrêté le premier projet de Belo Monte qui est revenu après. Donc ça, je suis contre. Et c'est une imposture massive, en fait, ces barrages, parce qu'on les présente aujourd'hui comme pouvant aider à lutter contre le changement climatique, ce qui est faux. En fait, on a organisé il n'y a pas si longtemps un contre-sommet, parce qu'il y avait le vrai sommet des grands barrages. Tous les producteurs, les constructeurs de grands barrages étaient réunis à Paris. Et on a démontré que c'était pas du tout des barrages, de l'énergie propre. C'était pas positif, quoi. Non, et ça permettait pas de lutter contre le réchauffement climatique, parce que beaucoup de barrages produisent en fait du méthane. Par le pourrissement pardon, j'ai la voix qui se casse. Donc, et le méthane va dans le qui est un gaz très puissant au niveau du réchauffement climatique. On se souvient comment on appelle ça, vous vous rappelez? Il y avait la calotte qui s'est résorbée à l'époque, il y avait la couche d'ozone qui s'est résorbée d'ailleurs. Donc là-dessus, on a réussi à... Ça, c'est un exemple de réussite internationale où les États ont réussi à se mettre d'accord. Il faut qu'on arrive à faire la même chose au niveau du climat. Exactement. Donc c'est vrai que le méthane était un des responsables de ce trou dans la couche d'ozone. L'utilisation des CFC à l'époque, des gaz propulseurs. Exactement. Vous savez, le problème, c'est que toutes ces questions énergétiques devraient être débattues de façon équitable avec les citoyens. Sauf qu'à chaque fois, c'est secret défense. Que ça soit l'énergie nucléaire, et même sur ces questions des grands barrages, il y a déjà eu beaucoup de travaux qui ont été faits depuis fort longtemps, et on sait comment il faut procéder. Il faut un processus de consultation qui est équitable, et on pourrait s'en sortir. Mais seulement, les lobbies ne veulent jamais respecter ça, les lobbies de l'énergie, et les États aussi considèrent l'énergie comme quelque chose qui est secret défense. Donc on n'arrive pas réellement à avancer sur ces questions-là de façon simple. Alors, que préconise le chef Raoni, les gens qui travaillent avec vous, que vous représentez, avec lesquels vous bossez? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour eux? Lui dit trouver d'autres idées, ça veut dire ça justement. Non mais bon, quelque part ça veut dire que si on investissait massivement dans la recherche et si on faisait un grand laboratoire mondial comme vous l'avez proposé, eh bien il faut trouver des nouvelles voies en fait. Parce qu'on n'a pas de choix en fait. On peut faire de l'argent propre, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a quand même là... Moi, ce que je trouve hallucinant chez les industriels, c'est qu'ils préfèrent continuer à nous vendre des choses qui sont pas très bonnes, alors que se dire, il y a quand même un champ d'action, le mec qui va trouver des solutions demain pour qu'on vive mieux, il va devenir milliardaire, quoi. Donc, bien sûr. Moi, je pense que c'est de la fainéantise intellectuelle de la part des industriels. Ils sont feignants. Ils ont un système qui fonctionne, ils n'ont pas envie d'en changer. C'est trop facile. Là, il n'y a qu'à continuer business as usual, et on continue comme avant, c'est facile, ça circule tout seul. Comment vous expliquez ça, Gerd Peter, qu'il y a encore des gens, parce que j'imagine que dans la forêt amazonienne aussi, il y a des gens qui doivent dire mais non, c'est bon, ça va s'en sortir, on va replanter, ça va repousser, etc. J'imagine qu'il y a toujours des gens qui disent, parce qu'il y a deux faces à la médaille, il y a toujours le côté ensoleillé et puis le côté sombre. Moi, quand j'entends ce genre de discours, je me pose en effet la même question. Je me dis qu'il y a forcément des intérêts à défendre. Parce qu'aujourd'hui, ou alors c'est peut-être pour se rendre intéressant, mais ces gens ont des enfants, des petits-enfants, c'est-à-dire qu'on laisse... Quand on voit je veux dire, l'appât du gain ne rend pas très cohérent, on va dire. Hein. Ça, c'est quelque chose de récurrent qu'on voit à travers le monde. Donc, et puis je me dis que ces gens-là, en fait, ces lobbies qui sont plus puissants parfois que des États, se disent de toute façon, parce qu'il y a beaucoup d'industries qui vivent sur la mort des gens ou sur les guerres ou des choses comme ça, se dire de toute façon nous on sera du bon côté de la barrière. Donc il n'y a pas de problème. Ça, du fusil, donc notre argent nous sauvera de tout cataclysme. On a déjà on a un train d'avance. Donc c'est un peu leur mentalité. Donc c'est un peu comme ça qui fonctionne. Il y a même, vous savez, il y a quelque chose qui se passe dont on parle assez peu et que vivent les peuples autochtones, c'est un petit peu cette guerre du carbone. Ces projets de compensation carbone qui sont faits sur leur terre. Il y a un film superbe d'ailleurs sur le carbone et sur le fait qu'on puisse revendre. C'est génial. Voilà. C'est une histoire vraie en plus. Hein, donc, et eux, ils sont en train d'alerter sur le fait que, en tout cas ils le vivent de cette façon-là, que c'est une forme de colonisation ultime, c'est la colonisation de l'air que nous respirons.
Et c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui pensent que plus tard, si l'air est suffisamment vicié, on inventera des machines pour les riches qui pourront recycler et eux vivront bien. Donc c'est pour ça qu'ils ne s'inquiètent pas tant que ça, je dirais. C'est qu'ils pensent que l'argent va pouvoir les sauver de toute forme de destruction. Il y a même des gens qui sont tellement inquiets parce que quand on regarde le rapport du GIEC, c'est quand même inquiétant, vont trouver et s'auto-convaincre, ils vont trouver tous les arguments pour s'auto-convaincre que ce n'est pas si grave finalement, et vont transmettre ça. Et ils ont un public, parce que évidemment que c'est inquiétant. Là, je fais l'autruche, là. C'est ça, je fais l'autruche, et en plus je me donne plein d'arguments pour expliquer que je suis très bien la tête dans le sol. Autre chose très important, on a parlé de disparition d'espèces animales. J'imagine qu'en Amazonie, on en a dénombré de nombreuses qui ont disparu. Ça inquiète aussi, j'imagine, le chef Raoni, tous les gens qui travaillent de ça. Comment vous expliquez que on a vu dans la bande-annonce qu'il y a des gens qui essaient d'alerter qui sont tués? C'est-à-dire qu'on va jusque-là, c'est-à-dire qu'on va... L'argent, parce que tout ça c'est que du pognon, hein, va jusqu'au meurtre? Ah oui. Absolument. À partir du moment où vous dérangez des intérêts économiques très puissants, et Dieu sait qu'il y en a en Amazonie de toutes sortes, vous risquez de vous faire tuer. Il y a beaucoup, justement, on parlait de cet événement qu'on a organisé là, pour expliquer un petit peu pourquoi nous étions contre les barrages. Et on a rendu hommage justement à toutes ces femmes et ces hommes qui se sont fait assassiner parce qu'ils défendaient des rivières à travers le monde. Il y en a plusieurs qui sont morts cette année. Évidemment, oui, on risque sa vie tous les jours quand on s'oppose à ces dames. Ce sont des lanceurs. En fait, Raoni, c'est un lanceur d'alerte. C'est un des premiers lanceurs d'alerte, en fait, c'est ça. Oui, mais il n'y a pas que Raoni. Raoni, justement, il est très vieux. Il y en a des centaines maintenant qui luttent. Pardon ? Il a ouvert une brèche. Il a ouvert une brèche, oui, il a ouvert une brèche, mais c'est vrai qu'on a fait venir il y a quelques années avec Nicolas Hulot une femme menacée de mort. Il y a plein d'entreprises qui sont sur son territoire, européenne aussi. Elle risque sa vie, elle. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a été menacée aussi par un huissier qui est venu l'intimider. Depuis, elle n'a plus jamais voyagé en Europe. Ouais. C'est délicat d'ailleurs parce que ces gens-là, il y a toujours une responsabilité immense à nous à les médiatiser, à les faire venir. Bien sûr. Parce que c'est eux qui retournent là-bas sur place après. Parce que ça les met sur le devant de la scène. Et après, oui, absolument. Sur Terre, la masse des mammifères est à 99% composée des hommes, de ces élevages et des animaux domestiques. Ouais. Il reste 1% pour le monde mammifère sauvage. Ça fait pas beaucoup. Hein. Mais c'est surtout qu'on a trouvé une solution parce que j'ai vu que des chercheurs arrivaient à reconstituer de la viande à partir de cellules aujourd'hui. Donc on va, et c'est l'avenir, en tout cas c'est ce qu'ils disent, donc on va diminuer les exploitations, normalement. Donc l'eau, on devrait moins en dépenser et ça permettra visiblement de nourrir un peu plus les gens qui sont sur. $250 000, je crois bien le kilo. Oui, mais ça c'est sous réserve qu'on maîtrise la dépense énergétique lors de la production. C'est toujours le même problème. Si vous n'avez pas une autorité de contrôle qui va aller checker que en fait on a vraiment évité des tonnes de CO2 émises. Parce que $250 000, c'est vrai le kilo aujourd'hui, mais quand on voyait les télés à l'époque, quand on sont arrivés à les écrans plats, elles valaient des tonnes. Aujourd'hui, pour 300 balles, vous regardez la Coupe du Monde sur un écran de cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça baisse toujours. Ces débats sont intéressants parce qu'on voit qu'à chaque fois, le mal qu'ont les gens à renoncer. C'est-à-dire, par exemple, vous seriez surpris de voir les débats sur le pot de Nutella, par exemple. Comment les gens se battent sur Internet sur ça. Mais je ne veux pas renoncer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils savent ce que ça induit. Et puis après, il y a la drogue, le sucre est une drogue en plus. Mais c'est ça aussi un petit peu la difficulté qu'on a, c'est-à-dire le renoncement, c'est-à-dire faire comprendre aux gens. Mais c'est vrai qu'en fait... mais choisir, c'est renoncer. Vous savez, choisir, c'est sûr. Mais donc les gens disent... Il y a un vrai plaisir, là où on peut rassurer les gens, c'est qu'il y a un vrai plaisir à évoluer. Moi, par exemple, je ne suis pas un militant animaliste, etc. J'ai renoncé à la viande de façon naturelle parce que ma conscience était en jeu et je n'éprouve pas de mal-être à ne plus manger de viande, au contraire, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Mais il va falloir vraiment faire quelque chose parce que c'est vrai que la ressource, je pense, parce qu'on parle de viande, mais on a également le poisson. La ressource, elle se tarisse à vitesse grand V. Là, c'est pareil, il faut qu'il y ait une prise de conscience. La pêche électrique, vous avez vu, là, j'ai vu que les avaient autorisé quand même. Moi, là, je dirais juste, écoutez, si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de viande, mais prenez pas de poisson, prenez juste du poulet à la place, hein, ça nourrit pareil. Mais le poisson, il faut arrêter. On a consommé 90% de la masse des poissons dans les océans. Donc, on va attendre qu'il n'y ait plus rien pour arrêter. Il faut arrêter. C'est comme nous disait que c'était meilleur pour la santé, le poisson, mais je suis d'accord.
arrêter complètement là. Je vais vous demander le mot de la fin à chacun. Gerd Peter, allez, à vous de conclure. Après, ce sera Laurent et après Vincent. Moi, j'ai envie de dire que l'une des choses qui pourrait faire avancer un petit peu le schmilblick à travers le monde, ça serait que les citoyens se mobilisent pour faire reconnaître aussi le crime d'écocide et les droits de la nature. Ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que c'est vraiment une voie à explorer. De plus en plus d'initiatives à travers le monde sont en train d'aller dans cette direction. Donc ça, voilà, j'avais envie de dire ça pour le mot de la fin, que les gens se renseignent, crime d'écocide. Ouais, et rappelez aussi peut-être qu'on ne le dit pas souvent, c'est que c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'homme qui est en danger, parce que la planète, on a bien vu qu'elle reviendra, elle se remettra. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience de ça aussi, absolument. Nous, on est en danger. Oui, c'est ça, nous, on est en danger. Oui, c'est ça. On s'en remettra très bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on est la première espèce à causer nous-mêmes une extinction de masse. L'homme est un loup pour l'homme. Vous vous rappelez? De nous entraîner nous-mêmes, bien sûr. Laurent? Je reviens sur ce que vous venez de dire. Je sais qu'il y a certains sites, je crois surtout en Amérique du Nord, certains sites qui ont été, à qui on reconnaît un droit moral. Et ce qui veut donc dire qu'il peut y avoir des poursuites pour écocide. Donc ça, c'est en train de progresser également. Moi, je ne sais pas, en guise de conclusion, voilà, la transition, pour moi, elle est indispensable. Et j'espère qu'elle peut, je pense, persuader même qu'elle est synonyme de progrès. Donc j'ai envie de dire que le futur a un avenir. Oui. Est-ce que je peux me permettre de montrer l'Alliance des gardiens de la nature à l'image? En fait, c'est un mouvement qui a été lancé par des indigènes. Il y a une magnifique déclaration avec 18 solutions pour la planète. Donc voilà, il y a... Voilà. Et là, on fait quoi ça? On peut se le procurer? On peut se le procurer sur Internet, sur le site de Planète Amazon, par exemple. D'accord. Et ça a été une initiative qui a été lancée à la COP21 par le chef Raoni et beaucoup d'autres leaders indigènes. D'accord. Et il y a un petit peu, ça résume tout ce dont on vient de parler, mais avec aussi la vision des autochtones. D'accord. Ok, magnifique. Eh ben, n'hésitez surtout pas là aussi à vous rendre sur le site de Planète Amazon. Vincent? Pour revenir sur ce que disait Peter, l'écocide, et nous on essaye aussi de porter une déclaration d'urgence climatique en fait, que tout le monde prenne conscience de ça, et je comprends les internautes, ça peut faire peur, donc on a envie de se braquer un peu, de dire non, c'est pas possible. Et il faut pas, je crois dans le progrès, je pense que l'humanité peut s'en sortir, il faut qu'on se mobilise, qu'on plante des graines, qu'on sensibilise, ça c'est très important, et surtout ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on a dit là. Renseignez-vous, allez voir par vous-même, allez sur le site du GIEC, vous verrez les infos par vous-même. Et puis si vous voulez nous aider, Citoyens pour le climat. Alors voilà, Citoyens pour le climat, voilà. Vous avez 2 sites sur lesquels vous pouvez aller aujourd'hui, en dehors de BTLV bien sûr, c'est Citoyens pour le climat et puis Planète Amazon. Donc vous aurez toutes les informations et surtout vous pourrez pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin. Et c'est très intéressant d'en savoir parce que pour agir, il faut savoir. Et c'est vrai que la pédagogie pour cela est importante. Merci à tous les 3 d'être venus sur BTLV. Merci mon François. Merci.